Première vidéo du chapitre Somme et produits, qui est un chapitre de calcul algébrique. Donc on va explorer plus en détail la notion de somme de nombres réels. À l'aide d'un symbole somme, au lieu de noter les sommes avec des trois petits points quand il y a un grand nombre de termes. Donc cette notation sigma est due à Léonard Euler, et donc ça va symboliser une addition de termes consécutifs. D'accord. On va également définir la notion de produit et on définira enfin les coefficients binomiaux à l'aide de la factorielle qui fait elle-même appel à un produit. Donc, logique des choses respectées. Alors, les coefficients binomiaux, ici, ils sont toujours notés n parmi p. Des vieilles notations que vous trouverez parfois dans les très anciens livres avec des coefficients CPN, dans cet ordre-là, mais les coefficients sont maintenant notés avec des parenthèses. Et pour retenir une petite astuce, donc nous ne passerons pas donc n factoriel divisé par n-p factoriel fois p factoriel. Voilà, donc ici on notera que l'on travaille avec des nombres réels ou complexes, même si les complexes n'ont pas été vus en terminale, ce n'est pas bien grave, il y a peu de choses à savoir sur les complexes ici, et on peut considérer dans un premier temps que tous les nombres sont réels. Alors, la logique donc du plan du cours, les sommes, les produits, on va les définir, voir quelles propriétés elles ont, et définir les sommes de référence, voir les sommes doubles, et enfin parler des coefficients binomiaux et de la formule qui utilise ces coefficients binomiaux, la formule du binôme de Newton. Enfin. Alors, somme et produit. On va définir ce que c'est que la somme d'éléments. Alors ces éléments, il va falloir les indexer. Il va falloir les indexer sur un certain ensemble. Donc ces éléments, on va tous les noter AI, où l'ensemble des AI n'est pas tout à fait une suite, c'est une famille, c'est-à-dire que ça peut être un ensemble fini de nombres réels ou complexes. Et I, ça va être un sous-ensemble fini d'entiers. C'est-à-dire que I, c'est pas nécessairement l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, ça peut être l'ensemble 12, 23, 42, 66, 2048, etc. Donc, on va avoir une notation qui va être la somme de tous les AI pour I appartenant à grand I. Donc, petit grand I, c'est mon ensemble d'indices, si vous voulez, des termes AI du produit ou de la somme. Donc, somme avec sigma et produit avec un pi majuscule. Par convention, quand même, quand I est un ensemble vide, puisque j'ai bien dit que la définition concernait un ensemble non vide, et bien quand I est un ensemble vide, dans ce cas-là, par convention, on fera la somme sur un ensemble vide, c'est 0, et la somme sur un produit vide, c'est 1. Pardon, le produit vide est égal à 1. Pourquoi? Parce que quand on va faire quelques propriétés, démonstrations, calculs, par convention, ça sera plus simple et les résultats permettront de s'étendre, même si jamais l'ensemble des indices est vide. Alors, on va remarquer qu'on va quand même traiter assez régulièrement des cas où I, l'ensemble I, est un ensemble d'entiers consécutifs, parce que c'est quand même plus simple de réindexer tout ça sur un ensemble d'entiers consécutifs. Donc au final, on va prendre des nombres en général entre un entier petit m et un entier petit n plus grand. Donc de manière plus commode, au lieu d'indexer la somme sur i, on va noter la somme pour i allant de m à n de tous les AI, et qui va représenter donc par définition an plus an plus 1, etc. jusqu'à an. De même pour le produit, on aura la même chose de m jusqu'à n, et ce qu'il y a bien à comprendre, c'est qu'il n'y a pas m-n termes, il y a n-m plus un terme. Donc on fait l'indice d'arrivée moins l'indice de départ plus 1 pour avoir le nombre de termes dans le produit ou dans la somme. Donc attention à ça, c'est une erreur récurrente. Petite remarque, j'ai dit qu'on sommait sur i, mais alors pourquoi i? Eh bien, il n'y a pas particulièrement de raison, comme la variable d'une fonction, l'appeler x ou t ou n'importe quoi, il n'y a pas de raison. I, c'est ce qu'on appelle un indice muet. Donc, on peut le remplacer par n'importe quel autre symbole non utilisé ailleurs dans la somme. Donc, la somme sur i, c'est aussi la somme sur k, c'est aussi la somme sur j, des AI, des AJ ou des AK. Par contre, pensez à changer tous les indices en même temps si on obtient des choses complètement fausses, si on ne change que l'indice dans la somme et pas dans le terme également. Voilà pour les notations et pour le vocabulaire. Alors, quelles sont les premières propriétés que l'on a pour les sommes et les produits?
Eh ben, on a des règles de calcul assez simples qui permettent de dire que la somme une somme de deux termes, donc la somme des AI plus BI, est tout simplement égale à la somme de tous les AI, puis on rajoute la somme de tous les BI. Et de même, si jamais je prends un réel lambda appartenant à K, qui K, je vous rappelle, veut dire réel ou complexe, et bien dans ce cas-là, si j'ai la somme des lambda fois AI, je peux sortir le lambda devant, puis je multiplie par le résultat de la somme des AI. Ces deux propriétés permettent de dire que la somme est linéaire. Alors on va démontrer ça, et vous allez voir que c'est juste un petit jeu d'écriture et de regroupement de termes. Si jamais ma somme, mon ensemble I, je dis qu'il contient des indices I1, I2 jusqu'à IP, si P est le nombre d'éléments de I, alors dans ce cas-là, ma somme des AI plus BI, je peux l'écrire comme la somme pour K allant de 1 jusqu'à P des termes AIK et BIK. Donc, je vais avoir dans le premier terme AI1 plus BI1 et dans le dernier terme AIP plus BIP. Et dans chaque terme central, je vois que j'ai à la fois un AI quelque chose et un A et un BI quelque chose. Donc, comme la somme est commutative, je vais me permettre de regrouper tous les AI ensemble, puis tous les BI ensemble. Et à la fin, je vais pouvoir écrire que c'est la somme des AI plus la somme des BI. Donc, on a bien cette séparation des sommes en deux que l'on peut faire. Et puis, si lambda est un réel ou complexe, dans ce cas-là, si j'ai mon lambda dans chaque terme de la somme, si j'écris mes termes avec des trois petits points ici, je peux voir que je peux mettre lambda en facteur, et donc je peux mettre lambda en facteur de la somme que je réécris avec ma notation sigma. Donc on a bien la dernière formule qui est vérifiée. On va faire la même chose pour le produit, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc on a pour le produit exactement la même propriété ici, pour le produit des AI fois BI. Attention, je dis bien AI fois BI et pas AI plus BI. Donc tout ce qui est avec des plus a été transformé avec des fois. Et puis ici, quand je prends un réel ou un complexe lambda, je vois que si jamais je multiplie chaque terme du produit par lambda, alors sortira un lambda puissance P. Pour la démonstration, c'est très simple. Et ben, on refait la même chose pour réindexer l'ensemble I. Et puis, on écrit avec des trois petits points chacun des termes. Je vois que chacun des termes contient un I et un BI. Je regroupe tous les AI et tous les BI. Et puis, je réécris le produit à gauche des AI et à droite des BI. Et j'ai bien la formule que je souhaite. Pour le deuxième point, c'est assez simple. Je réécris chaque terme avec des trois petits points dans le produit et je vois qu'il me sort un lambda, deux lambda, trois lambda jusqu'à P lambda. Donc j'ai P lambda à mettre devant en facteur, donc lambda puissance P en facteur. Et je retrouve mon produit BI juste derrière avec lambda puissance P devant. Voilà qui conclut donc cette première vidéo sur la notion de somme produit, leur définition et puis les premières propriétés.